Merci de choisir ITV, merci d'écouter la 90.3 e-radio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Les femmes et l'industrie extractive, place, impact, défis, enjeux. Notre thème du jour, un thème que nous allons aborder avec Nyanya Djendjassé, responsable programme et entrepreneuriat à Enda Lead Afrique francophone, membre du conseil d'administration de Women in Mining Sénégal, responsable de la commission et résilience des communautés. Nyanya, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. La place des femmes dans l'industrie extractive, quels sont les soubassements normatifs de la prise en compte de la dimension genre dans le secteur extractif, Nyanya, si l'on sait que c'est un secteur largement dominé par les hommes? D'abord, Oumou, je vous remercie pour l'invitation. Et laissez-moi d'abord sacrifier à la tradition en saluant vos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Je profite également de l'occasion pour présenter mes condoléances à tout le peuple sénégalais et particulièrement aux familles éplorées suite à la disparition de M. Ousmane Tanor Dieng et de M. Amath Dansokho. Alors, pour revenir juste à votre question, il y a une panoplie de textes qui encadrent la prise en compte ou bien la dimension genre dans le secteur extractif. Et en tant que juriste de formation aussi, je suis obligée de suivre la hiérarchie des normes en commençant par la Constitution et en terminant par les stratégies nationales. Alors, concernant la Constitution, il y a 6 articles qui consacrent l'égalité homme-genre ou bien le principe d'équité et d'égalité de genre. Et le premier article concerne l'article 7 alinéa 4 qui dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi et les hommes et les femmes sont égaux en droit. L'alinéa 5 prévoit que la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats et aux fonctions. On a aussi l'article 15 alinéa 2 selon lequel l'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi. Et l'article 17 alinéa 3 qui garantit aux femmes en général et celles vivant en milieu particulier, en milieu rural en particulier, le droit à l'allègement de leurs conditions de vie. Ce qui veut dire qu'à travers cet article quand même, l'État consacre un certain privilège aux femmes qui habitent en milieu rural compte tenu aussi des conditions assez difficiles. Et l'article 19 prévoit que la femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens et l'article 25, enfin alinéa 2, dispose que toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi, le salaire et l'impôt est interdite. Et cet article est repris dans le code minier à travers l'article 109. Voilà. Ensuite, il y a les traités internationaux ou conventions internationales. D'abord, on a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui date du 18 décembre 1979. Ensuite, on a le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ou au respect des droits des femmes en Afrique. Et on peut dire que selon ce protocole, les États ont l'obligation quand même de prendre en considération toutes les dimensions relatives, autant pour moi, à la prise en compte du bien-être social et économique de la femme, surtout à travers l'autonomisation économique des femmes. Ensuite, il y a la vision minière africaine. Je crois que voilà, tout le monde connaît la vision minière africaine qui consacre quand même des progrès en faveur de l'égalité, je cite, de l'égalité des genres et le renforcement de capacité des femmes en initiant notamment le renforcement de capacité par l'intégration de l'aspect genre dans les politiques, lois et réglementations, les normes et les codes miniers en adoptant et en mettant en œuvre les chartes régionales en matière de genre dans le secteur minier et en adoptant et en mettant en œuvre par la CEA les chartes continentales en matière de genre dans le secteur minier. Ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de normes qui ont posé les jalons de la prise en compte de la dimension genre et ça a été repris aussi dans les directives CEDEAO et UEMOA. Maintenant, au niveau national, il y a le code minier, le nouveau code minier qui date de 2016 et dont je parlais tout à l'heure de l'article 109 qui prévoit quand même l'équité salariale à qualification égale et la prise en compte aussi de la dimension genre dans une large mesure par interprétation de la dimension genre dans les projets extractifs.
Alors, à part ça, il y a les politiques nationales et les stratégies. Et la politique phare actuellement, c'est le plan Sénégal émergent, qui consacre aussi un article sur l'équité et l'égalité de genre. Et ça a été en quelque sorte explicité par la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Voilà. Et à travers cette stratégie nationale, autrement appelée la SNEG, alors une évaluation a été faite sur l'évolution ou bien l'amélioration du cadre de vie des femmes durant ces 20 dernières années. Et les résultats de cette étude ont montré quand même qu'il y a une nette amélioration liée surtout à la condition sanitaire, liée à l'épanouissement économique et aussi liée à la diversification des activités génératrices de revenus, qui est une résultante quand même de l'épanouissement socio-économique. Oui, il y a une amélioration, c'est vrai, mais il y a du boulot encore à faire. Et cela m'amène à vous poser la question, suivant les dispositions normatives, peut-on dire que dans les faits des besoins sexo-spécifiques des femmes, est-ce que ces besoins sexo-scientifiques sont pris en compte aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur pétrolier et gazier au Sénégal? Ok, avant de venir peut-être à cette seconde question, il importe quand même de revenir également sur l'ITIE, c'est-à-dire l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui depuis, je crois bien, le mois de juillet 2019, a fait de la publication des données sur le genre une exigence. Et étant donné que le Sénégal a adhéré à l'ITIE, désormais, toutes les entreprises qui entrent dans le périmètre de réconciliation de l'ITIE, c'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions, ont l'obligation de donner les effectifs femmes et puis quelques détails par rapport aux projets qui impactent directement ou indirectement les femmes. Alors, mais au Sénégal, quand même, on a un peu anticipé sur cette exigence depuis 2017 avec le rapport ITIE dans lequel sur 25 entreprises qui ont fait des déclarations, il y en a 19 qui ont donné quand même des chiffres par rapport à l'effectif des femmes. Et ces chiffres-là sont contenus dans les annexes 5 et 6 du rapport ITIE et témoignent quand même d'une très faible participation, implication ou intégration des femmes dans le secteur extractif. Voilà. Alors maintenant, pour en venir à la question, on peut dire que théoriquement, si tout était bien appliqué, on ne serait pas là à débattre de la place de la femme dans l'industrie extractive. Oui. Mais bon, tout dépend quand même de la catégorie de femmes dont on parle. Parce que quand on dit femmes et secteur extractif, il y a les femmes qui travaillent dans les compagnies minières, il y a les femmes qui sont impactées par les opérations minières et qui sont issues des communautés, il y a les femmes qui travaillent dans les institutions étatiques, il y a les femmes qui sont dans la société civile et celles qui sont prestataires de services. Alors si on prend les femmes qui sont dans les industries extractives, il y a beaucoup d'efforts fournis dans ce sens. Mais quand même, il reste beaucoup à faire parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, une entreprise minière ou bien pétro-gazière, peut-être dans un futur proche, Inch'Allah, qui est à peut-être 700 km de Dakar, ne crée pas toutes les conditions favorables à la prise en compte d'un enfant, par exemple, ou bien de création de crèches communautaires, avec toutes les conditions requises pour l'épanouissement d'un enfant. Parce que, par exemple, les mamans qui travaillent au sein de ces compagnies minières sont obligées de sevrer leur enfant à 2 mois, ou bien leur nourrisson, je dirais, à 2 mois pour aller rejoindre le lieu de travail dans lequel ils n'ont qu'une semaine sur 3 pour prendre des vacances. C'est-à-dire que ce sont des conditions extrêmement difficiles. Mais quand même, des efforts sont en train d'être faits parce qu'il y a une compagnie dont je vais taire le nom qui a accepté de rallonger ses congés de maternité à 11 mois au lieu de 6 semaines avant délivrance et 8 comme l'a consacré le code du travail. Voilà. Et en privilégiant aussi le e-working. Voilà, le télétravail. Le télétravail, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ce sont des conditions quand même, ce sont des avancées quand même à répliquer ou bien à reprendre par d'autres compagnies. Et ensuite, il y a les femmes qui sont impactées par les opérations minières.
Parce que quand même, les hommes et les femmes ne sont pas impactés de la même façon. Les femmes sont beaucoup plus vulnérables et cette vulnérabilité est inhérente à leurs conditions physiques. Et ça touche directement le fonctionnement des ménages. Exactement. Parce que la femme est le socle du ménage. Tout à fait. Maintenant, par exemple, j'aime bien les exemples parce que quand même ça retrace ce qui se passe réellement sur le terrain. Si on prend le village de Gade Ngomen qui se trouve dans l'arrondissement de Mewan, et qui est au cœur d'une concession minière. Voilà. Et ces femmes sont plus exposées aux maladies respiratoires aiguës suite aux émanations de gaz et aussi au MST si l'on sait que le dommage collatéral d'une implantation d'une compagnie minière dans une zone, c'est la prostitution. Ensuite, on avait fait une étude sur l'audit des droits humains au niveau des zones d'extraction minière. Et les résultats de ces études aussi ont révélé que ces femmes sont très souvent victimes de fausses couches ou d'avortements. Mais malheureusement, elles ne parviennent pas à prouver la causalité ou bien à amener la preuve scientifique que les fausses couches quand même sont causées par les exploitations minières. Voilà, et c'est la principale difficulté. Et qui est interpellé face à cette situation pour apporter des solutions idoines pour que ces femmes ne soient plus lésées? L'État et les compagnies minières, bien évidemment, et la société civile aussi pour faire des plaidoyers dans ce sens. Et c'est le cas. C'est le cas. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que les projets extractifs concurrents au développement socio-économique des femmes et par ricochet celui des territoires d'accueil des compagnies minières et pétrogazières? D'une certaine manière, oui. Si l'on prend en considération le PGS, c'est-à-dire le plan de gestion environnementale et sociale, en principe, l'implantation d'une compagnie extractive devrait aboutir au développement socio-économique des populations, des femmes en particulier, et par ricochet, tout le territoire. Maintenant, ça, c'est en théorie. En pratique, on n'en est pas encore à ce stade. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais je vais dire qu'on n'en est pas encore à ce stade. Voilà. Maintenant, par rapport aux projets quand même sociaux, des efforts aussi sont fournis. Bien vrai qu'il reste beaucoup à faire. Mais ce qui mérite quand même le plus d'attention, c'est surtout par rapport aux retombées économiques dont pourraient profiter les populations de façon générale et les femmes en particulier. Et ces retombées économiques-là sont liées au contenu local. Voilà, parce que par exemple, rien que la SGO consacre 80 milliards en achats locaux, dont 40 milliards vont servir à acheter du carburant. Voilà, et les 40 autres milliards peuvent bel et bien profiter aux populations. Mais malheureusement, il y a une absence de culture entrepreneuriale. Et toutes les conditions ne sont pas créées quand même pour ces populations pour pouvoir véritablement profiter de ces retombées économiques. Alors, au lieu d'attendre de la part des compagnies, par exemple, des emplois ou bien des investissements sociaux, il serait préférable, voilà, comme la RSE, il serait préférable quand même pour ces populations-là ou bien pour ces femmes de vraiment capter ces opportunités d'affaires. Voilà. Mais il faut qu'elles soient formées en amont aussi, parce que les femmes citadines ont une culture, ont une formation entrepreneuriale, et ce n'est pas le cas pour les femmes qui sont en zone rurale aussi. Voilà, c'est le cas effectivement, mais bon, vous savez, avec l'accès à Internet, pratiquement l'information est facilement accessible. Oui, mais l'Internet n'est pas disponible dans ces zones aussi. Tout à fait. Mais il va falloir quand même faire des activités de sensibilisation dans ce sens ou bien essayer d'accompagner l'État dans la création des conditions. Parce que quand même, tout ça revient à l'État de créer, il revient à l'État de créer les conditions quand même favorables à la promotion du contenu local. Tout à fait. Mais actuellement, nous, en tout cas, à Indallit Afrique francophone, très prochainement, on ira, Inch'Allah, vers les communautés pour essayer un peu, non seulement de faire des activités de sensibilisation sur les opportunités d'affaires qui existent, mais aussi de créer une plateforme sur le contenu local. Ce sera une plateforme qui va regrouper toutes les compagnies minières
une plateforme, une fenêtre où toutes les opportunités vont être publiées et qui seront facilement captées par les populations et pour les, ou bien les PME, PMI. Oui, excusez-moi de vous couper la parole. Et pour, parmi vos cibles et les personnes qui ne savent pas lire, comment elles pourront capter cette information-là pour pouvoir être au courant? Oui, oui, c'est justement le sens de nos activités de sensibilisation qui vont suivre, de nos activités de sensibilisation et des activités d'accompagnement aussi pour la formalisation vont suivre pour essayer un peu d'impulser cette dynamique. Voilà. Une bonne transition, Niania, pour parler de la contribution du secteur extractif d'une manière générale dans l'emploi et dans le PIB national. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que le secteur extractif pèse lourdement dans l'économie nationale du pays? Malheureusement, non. Parce que si on se réfère au rapport ITIE de 2017, le secteur extractif contribue à hauteur de 1,9% dans le PIB et contribue à hauteur de 0,3% dans l'emploi. Alors, comparé à la contribution du secteur dans les exportations, qui s'élève à 35,5% si je ne m'abuse, il ressort que le secteur extractif est surtout perceptible à travers son apport positif sur la balance des paiements que sur la contribution dans, la PIB, dans le PIB, autant pour moi, et dans l'emploi. Voilà, Niania, dans la part de l'emploi, quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans les entreprises extractives? Mais si on se fie aux annexes 5 et 6 du rapport ITIE, on peut dire que les femmes qui travaillent dans les compagnies extractives font moins de 2%. Mais un pourcentage faible. Un pourcentage extrêmement faible. Oui. Extrêmement faible. Maintenant, si on veut globaliser le nombre de femmes qui travaillent dans le secteur extractif au sens large, c'est-à-dire les institutions, bref, dans la gouvernance de façon générale, là, il n'y a pas de chiffre exact. Mais même le pourcentage de 2% mérite d'être quand même revu parce que, je l'ai dit tout à l'heure, sur 25 entreprises qui ont fait leur déclaration ou qui entrent dans le périmètre de réconciliation de l'ITIE, il n'y a que 19 qui ont accepté de donner des données sur le genre. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a moins de 2%? Il se pourrait qu'il y ait moins de 2% ou un peu plus de 2%. Mais quel que soit alpha, enfin, je me dis que d'après les recherches, les collectes de données qu'on a fait sur le terrain, ça ne va pas trop s'éloigner de ce pourcentage. Maintenant, il y a un projet d'une association de femmes ici au Sénégal qui va s'atteler à faire une cartographie des femmes qui travaillent dans le secteur en prenant en considération les femmes qui sont dans les compagnies minières, les femmes qui sont dans les institutions étatiques, les femmes qui travaillent dans la société civile et celles qui sont prestataires de services. Et par ricochet aussi, celles qui sont impactées par les opérations extractives. Et est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'inverser la donne, de changer la tendance pour qu'il y ait plus de femmes dans les secteurs extractifs? Ça va être extrêmement difficile. Je lis à travers votre expression faciale que c'est une bataille déjà perdue. Dans la vie, moi, par principe, je me dis que rien n'est perdu d'avance. Mais je dis juste que ce sera extrêmement difficile, compte tenu de la nature des travaux qui sont dans les entreprises minières. Parce que quand même, il y a des travaux titanesques et les femmes ne vont pas s'aventurer. Peut-être, et je dis bien peut-être, parce qu'avec la nouvelle technologie, peut-être que dans un futur proche ou lointain, autant pour moi, ce sera possible. Mais ça m'étonnerait que ça soit faisable d'ici les 20 prochaines années quand même. On espère que la tendance va changer. Maintenant, dans les 2%, les femmes qui ont des postes dans le secteur extractif, est-ce qu'elles ont des postes de responsabilité de nature à faire la promotion du leadership féminin? Je peux dire qu'elles sont à tous les niveaux de l'échelle, allant de la classe ouvrière au cadre supérieur. Mais actuellement, à ma connaissance, on n'a pas encore de directrice générale ou de présidente directrice générale. À la tête d'une compagnie? À la tête d'une compagnie, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Mais quand même, on a une ministre des Mines, Mme Sophie Gladima. L'ITE est dirigée aussi par une dame, Eva Marie Colsec. Exactement. Et la direction des Mines
Elle est dirigée par Madame Roselyne Carlos. Et aussi, on a la directrice de la prospection et de la promotion minière, Madame Rokhaya Samba Diène, et beaucoup d'autres femmes au niveau des institutions étatiques. Et aussi, il y a les femmes qui sont prestataires de services, aussi minimes soit-elles, il y a des femmes qui sont quand même prestataires de services auprès des compagnies minières. Et pour preuve, l'association des fournisseurs auprès des ICS, c'est une femme. Voilà, elle s'appelle Khady Dioum. C'est déjà bien, mais il faut plus. C'est déjà bien, mais il faut beaucoup plus. Il faut vraiment renforcer la massification des femmes dans le secteur extractif. C'est important. Je rappelle que vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Vous êtes bien sur la 90.3 e-radio. Nyanya Diène Diassé, responsable programme et entrepreneuriat à Indalid Afrique francophone, membre du conseil d'administration de Women in Mining Sénégal, responsable de la commission et résilience des communautés et notre invité du jour. Alors Nyanya, quelles sont les contraintes liées au contenu local vis-à-vis des femmes dans le secteur extractif au Sénégal? Est-ce qu'il y en a? Il y en a plusieurs, mais je dirais que ces contraintes-là sont applicables aux hommes et aux femmes. C'est général. Voilà, c'est général. Bien vrai que les femmes ont une position un peu plus vulnérable, mais c'est général. Et ces contraintes-là sont liées à l'accès à l'information, d'abord, sur les opportunités d'affaires. Elles sont liées à la formalisation et la formation. Voilà, parce que les entreprises de plus en plus aspirent à prendre comme prestataires les SARL, c'est-à-dire les sociétés à responsabilité limitée, au lieu des GIE ou bien des entreprises individuelles. Il y a l'accès à la formation en entrepreneuriat et en gestion financière. Et en milieu rural, bien sûr. Le problème ne se pose pas en milieu urbain. Et il y a aussi l'accès au financement. Parce que quand même, les établissements financiers ne créent pas toutes les conditions aussi pour vraiment mettre à la disposition des PME et des PMI des cautions d'avance. Et il y a aussi la mauvaise qualité des prestations de services qui font que par moment, les compagnies extractives sont assez réticentes par rapport aux fournisseurs. Ce qui est normal aussi, parce qu'elles sont très exigeantes. Et c'est de bonne guerre d'être, oui. Exactement. Et alors, encore une fois, comment rectifier tout cela pour que ces femmes qui sont en zone rurale puissent capter les parts importantes de marché de l'industrie, puisqu'on a la loi sur le contenu local qui vise jusqu'à 60% de la main-d'œuvre nationale. Tout à fait. En fait, en théorie, les jalons sont déjà posés. Oui, les théories sont là, elles sont bonnes. Oui. Voilà. Maintenant, il reste le suivi et l'application. Peut-être la loi sur le contenu local, elle existe, mais il faut des décrets d'application. Et ces décrets d'application-là devraient œuvrer quand même dans le sens de vraiment faire capter les opportunités d'affaires par les hommes et par les femmes surtout. Par les femmes surtout. Et cela m'amène à vous poser la question, quel est le pourcentage de femmes, Nyanya, qui captent les retombées économiques, c'est-à-dire qui sont prestataires auprès des entreprises extractives? Est-ce que vous avez des chiffres? Actuellement, il est difficile d'avoir des chiffres étant donné qu'on n'a pas de données sur la propriété réelle des PME et des PMI. Mais ça, c'est la mission de l'ITIE. Oui, c'est la mission de l'ITIE, mais par exemple, étant donné qu'à l'état actuel, par rapport aux PME et PMI, on n'en est pas encore à la divulgation des données sur la propriété réelle. Est-ce que vous pensez qu'on peut en arriver là? Exact. Oui, on peut en arriver là parce que... À pousser les PME et PMI parce que déjà, il y a des jalons qui sont posés à travers l'annexe 9 et 10, si je ne m'abuse, qui donnent déjà des chiffres sur, des données, autant pour moi, sur les propriétaires réels des compagnies minières et pétro-gazières. Voilà. Maintenant, si on avait accès à la base de données des entreprises, peut-être qu'on pourrait faire une estimation. Mais à l'état actuel, il n'y a pas d'études ou bien de statistiques fiables sur le nombre de femmes propriétaires de PME et PMI et qui sont prestataires de services auprès des compagnies minières. Alors, est-ce que c'est possible avec l'ITIE d'avoir ces données-là dans l'avenir, dans un moyen terme ou peut-être dans un long terme? Oui, bien sûr, parce qu'on attend déjà la loi sur la propriété réelle. Oui. Voilà, c'est bel et bien possible. Donc, avec cette loi, avec l'appui de l'ITIE, ce problème sera pris en compte. Évidemment. L'ITIE, je l'ai dit tout à l'heure, a déjà commencé à anticiper, aller jeter un coup d'œil sur les annexes
Et vous verrez qu'il y a des données sur la propriété réelle. Parfait. Toutefois, il y a des efforts de renforcement de ces données. L'État et les industries extractives ont-ils pris des dispositions en vue de résorber un gap énorme, vous allez me dire, compte tenu de la place prépondérante de la femme dans le développement socio-économique? Niania. L'État a déjà la volonté affichée de créer les conditions favorables à l'auto-emploi. Parce que quand on parle de contenu local aussi, on parle de auto-emploi. D'abord, il y a des structures qui sont dédiées à la formation professionnelle et au développement des compétences locales. Il y a aussi la mise en place de l'APEX qui facilite totalement la procédure de création d'une entreprise, d'une PME ou d'une PMI, je dirais. Reste maintenant à celui ou à celle qui veut aller vers l'information qui est très accessible, en tout cas de profiter de ces opportunités. Il faut aller vers l'information. Soit il revient à la personne physique d'aller vers l'information ou bien à l'État de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés qui habitent parfois dans des zones extrêmement reculées. Maintenant, du côté des entreprises, il y a la SGO qui montre par exemple le bon exemple. Ce que fait la SGO, c'est qu'elle s'engage par moment, je dirais, pas tout le temps, à renforcer les capacités des PME et des PMI qui sont déjà prestataires de services chez elles, pour les amener un peu à rehausser le niveau de compétitivité et à respecter les deadlines. Ensuite, ça va aboutir à une bonne qualité du livrable. Est-ce qu'il y a un moyen pas de forcer, c'est un mot fort, mais peut-être de pousser ces entreprises à suivre l'exemple de la compagnie que vous venez de citer? À l'état actuel des choses, non. L'État ne peut pas, quelque part, mettre une petite pression pour... À mon avis, non. Et maintenant, il revient à l'entreprise qui veut vraiment des résultats ou bien qui veut vraiment faire la promotion du contenu local, de pouvoir poser les jalons pour former les entreprises locales. Voilà. Mais une contrainte ou bien des mesures coercitives venant de l'État, à l'état actuel, on n'en est pas encore là. Pas à ma connaissance en tout cas. Mais l'État peut commencer dès à présent à réfléchir et aller vers cela, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Peut-être travailler en étroite collaboration avec ces compagnies, mettre des mécanismes, des leviers, comme ça, ils vont s'entendre sur des points et aider ces ressources humaines-là à relever leur niveau, comme vous venez de le dire. Voilà, tout à fait, tout à fait. Déjà que les efforts sont faits en termes de relèvement du plateau technique, les transferts de technologies et de compétences aussi, c'est un bon début. C'est un bon début. Voilà. Parfait. Et les programmes RSE des industries extractives sont-ils sensibles aux genre? De plus en plus, oui. Parce que, vous avez des exemples? Oui, bien sûr. Par rapport aux investissements sociaux, en termes de RSE, c'est des programmes d'autonomisation économique des femmes ou bien des investissements destinés à alléger les travaux des femmes. Par exemple, la compagnie AM Gold avait installé un système, autant pour moi, de micro-irrigation pour le compte des femmes qui sont implantées, qui habitent à Boto. Voilà. C'est-à-dire que vraiment ça a contribué à alléger les travaux physiques. Parce que les femmes, pour arroser les plantes, étaient obligées d'utiliser des arrosoirs, ce qui quand même nécessite des efforts physiques extrêmement difficiles. Voilà. Il y a aussi l'installation de pompes manuelles ou bien de forage. Et il y a aussi l'aménagement de périmètres maraîchers. Également, il y a des investissements destinés à la construction d'infrastructures sociales de base, c'est-à-dire la construction d'écoles ou bien d'établissements de santé, des postes ou bien des maternités ou bien des cases de santé. Il y a aussi l'hydraulique qui a sa part dans tout ça. Est-ce que la RSE prend en charge l'éducation des filles aussi? Parce que c'est une continuité pour éviter, si ces filles-là qui habitent dans ces zones-là sont bien formées, elles auront la chance d'intégrer des universités et ne pas vivre le calvaire que leurs mamans ont vécu.
Bien sûr, bien évidemment, parce que quand même, il y a pas mal de programmes RSE. Déjà, dès l'instant où vous construisez une école dans une localité, c'est généralisé, mais bon, ça contribue un peu à l'éducation des garçons et des filles, notamment. Et les populations, au niveau des zones reculées aussi, sont conscientes de l'éducation des filles. Alors, il y a aussi des programmes de bourses d'excellence pour appuyer l'éducation des filles. Et également, il y a des appuis pour les étudiants qui sont au niveau de l'université. De l'université. Voilà, exactement. Et voilà, tout ceci concourt d'une manière ou d'une autre à la promotion de l'éducation des filles. Voilà, parfait. Alors, les populations affectées par des projets ne vont-elles pas quelque part penser que les compagnies se substituent à l'État? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une confusion dans la tête de ces populations-là affectées par les projets? Oui, bien sûr qu'il peut arriver que ces populations-là pensent que les projets extractifs se substituent à l'État. Les compagnies, autant pour moi, extractives se substituent à l'État. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la plupart de ces projets sont préalablement négociés avec l'État et sont négociés dans la convention minière où il y a des avenants. Pour preuve, si vous prenez par exemple l'annexe 12 du rapport ITIE, au niveau des paiements sociaux, il y a deux rubriques. Il y a les paiements sociaux qui sont négociés par l'État avec la compagnie minière et qui sont contenus soit dans la convention initiale, soit dans l'avenant. Et il y a une partie affichée où il est noté paiement volontaire, ce qui quand même confère un caractère hybride à la RSE au Sénégal. Quand d'aucuns disent que la RSE est obligatoire et sont catégoriques, d'autres disent que la RSE est totalement volontaire, le Sénégal quand même a conféré à la RSE un caractère hybride parce qu'il y a une partie qui est obligatoire et qui a fait l'objet de négociations, soit dans la convention, je l'ai dit tout à l'heure, ou dans l'avenant, et il y a une partie qui est volontaire. Voilà, il y a une partie qui est volontaire. Nous parlons de secteur extractif, donc forcément, il faut qu'on parle de l'or aussi, de l'exploitation de l'or. Quels sont les principaux facteurs d'attraction des femmes dans l'orpaillage, c'est-à-dire l'exploitation traditionnelle de l'or, compte tenu du fait que le secteur artisanal est dominé par les hommes? C'est une réalité. Et force de constater aussi que les conditions de travail au niveau de ces sites sont extrêmement difficiles. Ah oui, ils sont extrêmement difficiles parce qu'on a fait pas mal de sites d'orpaillage. Voilà, à Enadit Afrique francophone, on a des spécialistes dans le domaine de l'orpaillage. Et les données qui sont recueillies sur le terrain ont prouvé que c'est la pauvreté qui est le principal facteur d'attraction des femmes dans l'orpaillage. Et à titre illustratif, en 2013, l'ANSD a fait une étude qui montre que le taux de pauvreté dans la zone touche particulièrement, s'élève à 71,3% et touche particulièrement les femmes. L'autre facteur d'attractivité, c'est le mode de vie de familial traditionnel qui veut que ce soit la femme qui prenne en charge l'épanouissement économique de la famille. Voilà. Et le troisième facteur, c'est le caractère alluvionnaire de l'exploitation de l'or, c'est-à-dire l'exploitation au niveau des fleuves. Voilà, c'est ça le troisième facteur d'attraction des femmes dans le secteur de l'orpaillage. Et rectifier cela me semble peut-être difficile parce qu'on a parlé de facteurs socio-culturels. Quand dans ces endroits-là, on dit que la femme doit être le socle de la famille, doit entretenir financièrement la famille. Pendant ce temps, l'homme est là. C'est un problème de changer cette perception, Nyanya. Oui, c'est un problème de changer cette perception peut-être, mais ça peut se faire. Comment? Parce que par exemple, il y a eu pas mal de programmes sur l'excision des jeunes filles. Et actuellement, c'est en net recul. Mais pourquoi pas essayer de voir exactement dans ce secteur comment faire pour dérouler des programmes et des projets pour vraiment sensibiliser peut-être cette partie ethnique qui dit que voilà, les femmes doivent prendre en charge l'épanouissement économique. Ce qui les amène à exploiter, à pratiquer l'orpaillage. Voilà. Ça. Et dans l'orpaillage, quelles sont les tâches attribuées aux femmes, Nyanya? Il y a les métiers de tirage de cordes, il y a le lavage du minerai avec des tapis,
Il y a aussi la fourniture des orpailleurs hommes en nourriture et en eau. Voilà. Mais on va revenir encore sur la femme et son rôle social dans cette zone. Vous venez de citer les différentes tâches attribuées aux femmes, mais est-ce que ce travail, Niania, est suffisamment rentable au point de contribuer au développement économique de ces femmes pour qu'elles puissent soutenir et gérer leur ménage correctement? En tout cas, rentable ou pas, ce travail est apprécié par la communauté. Ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise dans ça, bien vrai que c'est extrêmement difficile. Ils se sentent à l'aise parce que exactement, les femmes parviennent à s'acquitter de leurs obligations familiales. Voilà. Tant bien que mal. Tant bien que mal. Mais on peut aujourd'hui améliorer leurs conditions de travail et peut-être mettre des mécanismes, encore une fois, et des leviers pour qu'elles puissent avoir plus de revenus. Pas améliorer leurs conditions de travail au niveau des djura. Les djura, ce sont les sites d'orpaillage en langue locale, mais tout faire pour les amener à avoir d'autres activités génératrices de revenus. Diversifier leur activité. Exactement. Mais l'orpaillage est une tradition chez eux. Je dirais pas. C'est juste une activité génératrice de revenus comme une autre. Si elles avaient une autre activité, elles allaient délaisser. Bien évidemment. Parfait. Bien évidemment. Et justement, on va rester dans l'orpaillage, Niania. Comment se fait la répartition des revenus issus de cette activité, ainsi que la commercialisation de l'or? Comment ça se passe-t-il? C'est de façon informelle, formelle? Pour la commercialisation de l'or, il y a un arrêté ministériel qui l'encadre. Mais pour la répartition du minerai, après extraction, ce qui est récolté est divisé en tas. Il y a par exemple 3 tas pour le propriétaire du diamant, c'est-à-dire celui qui a la carte d'orpaillage, celui qui détient la carte d'orpaillage, et c'est encadré aussi. Par qui? Par l'État. Il y a un règlement pour ça. Voilà. Et il y a aussi 3 tas pour le chef d'équipe. Il y a 2 pour chaque coupeur, 2 tas pour chaque coupeur. Il y a 1 tas pour chaque tireur, les tireurs de cordes. Il y a un demi-tas pour les charpentiers et un demi-tas pour les pompeurs et un demi-tas pour les financeurs. En fait, ça semble désorganisé. Mais entre eux, tout le monde, chacun sait qui fait quoi et qui a combien. Et chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Exactement. Maintenant, pour les femmes qui sont dans l'orpaillage alluvionnaire, il n'y a pas un partage spécifique, étant donné que le travail se fait à l'échelle individuelle, donc à chacune sa chance. Maintenant, pour la commercialisation de l'or aussi, il y a un arrêté ministériel qui définit les conditions de mise en place de comptoirs de commercialisation de l'or. Seulement, en milieu rural, la commercialisation se fait de façon parfaitement informelle et qui suit les cours mondiaux de l'or qui peuvent fluctuer d'un moment à l'autre. Non, mais donc je pense qu'il y a... Ne pensez-vous pas, Niania, qu'il y a un paradoxe, puisque la répartition se fait de façon informelle et est tributaire des cours mondiaux de l'or, quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Mais ils sont obligés de suivre les cours mondiaux de l'or. Donc autant formaliser leur activité alors pour en tirer plus bénéfice plutôt. C'est mon avis. Est-ce que vous partagez? Je sais pas. Mais la formalisation est extrêmement difficile. Parce que rien que par exemple, pour mettre en place un comptoir de commercialisation de l'or, il y a un véritable paperasse. Du coup, il y a aussi le manque d'information, je l'avoue. Du coup, le meilleur moyen ou bien la voie la plus rapide pour tirer son épingle du jeu, c'est de vendre l'or de façon informelle parce qu'il y a des collecteurs aussi qui sont sur site. Voilà. Après exploitation du minerai, ils vont verser ces collecteurs pour leur vendre l'or. Est-ce que cette situation ne vous interpelle pas, vous, Indalid, aller vers les populations, les sensibiliser en leur expliquant qu'une fois que leur activité se formalise, ces femmes-là pourraient tirer beaucoup plus profit puisque leur activité est tributaire des cours mondiaux de l'or? Est-ce que vous n'avez pas quelque part une part de responsabilité? Est-ce que vous avez prévu quelque chose au niveau de votre ONG et des autres ONG pour changer la donne? Parce qu'une activité, plus elle est formelle, plus les acteurs en tirent profit. Je me dis que tout le monde est interpellé dans cette affaire. Parce que quand même, la mise en place, le système de mise en place des comptoirs pour la commercialisation de l'or mérite d'être un peu allégé
ne serait-ce que pour permettre à ceux qui sont dans la vente informelle de l'or ou bien dans le circuit de commercialisation de l'or, d'essayer de formaliser tout ça. Parce que dans la formalisation aussi, ils contribuent à la création de niches fiscales qui vont, d'une façon ou d'une autre, revenir aux populations. Voilà. Parfait. Alors, Nyanya, quelles sont les perspectives de massification des femmes dans le secteur extractif? Il faut forcément que les femmes soient plus représentatives. Oui, il en existe déjà. Il existe déjà des perspectives qui vont peut-être donner des résultats à moyen ou à long terme. Parce que déjà, l'État s'est attaqué à la base en faisant la promotion des filles à l'éducation scientifique. Voilà. Il y a des écoles d'excellence pour l'éducation des filles qui ont embrassé, pour les filles autant pour moi, qui ont embrassé la filière scientifique. Et il y a aussi pas mal d'organisations qui sont là pour ça. Et déjà au niveau étatique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des femmes qui sont dans le secteur extractif. Et même à l'interne, au sein des compagnies extractives, il y a des femmes qui se battent tous les jours vraiment pour essayer de massifier la présence des femmes ou bien d'ouvrir les brèches pour mieux intégrer les femmes au sein des compagnies minières et pétrogazières. Pétrogazières, parfait. Alors, des recommandations, forcément, il va y en avoir en termes de plaidoyer pour que les projets extractifs puissent concourir au développement socio-économique des femmes issues des communautés impactées par les opérations minières et de façon générale de toutes les femmes du Sénégal. Nyanya. En termes de plaidoyer, je dirais qu'il y en a énormément parce qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire. Non seulement il faut renforcer les programmes sociaux sensibles au genre et le plaidoyer devra se faire auprès des compagnies minières. Ensuite, il y a la création des conditions pour permettre aux femmes de capter les retombées économiques. Et au niveau étatique aussi, il suffit juste de renforcer ce qui est déjà là. Parce que le cadre. Le cadre juridique. Il y a déjà de l'existant. Mais ce qui manque, c'est l'effectivité et le suivi. Il faudra quand même essayer vraiment d'assurer le suivi. Et vous, membres de la société civile, ONG, qu'est-ce que vous faites derrière pour que l'État puisse vraiment mettre en œuvre tout ce cadre qui est déjà là, qui est important, qui a été bien fait? On s'attelle à créer quand même des cadres d'échange et de dialogue avec l'État et de faire des propositions pour essayer de renforcer l'existant et puis apporter des innovations. Mais est-ce que vos propositions sont appliquées? Oui, il y a des propositions qui sont appliquées. Il y a des propositions qui sont appliquées. Ou bien la volonté est encore là. Maintenant, on est... Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est déjà fait par l'État? Il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été consentis dans ce sens. Mais il reste encore beaucoup de... Vous êtes satisfaite? Pas totalement. Pour dire vrai, pas totalement satisfaite. Mais voilà, les cadres de dialogue quand même qui sont d'échange, qui sont là, nous permettent un tout petit peu d'accompagner l'État ou bien de leur dire qu'en tant qu'acteur de terrain, voilà ce qui mérite d'être fait, ce qui ne mérite pas d'être fait, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il y a à renforcer. Mais toujours est-il qu'en termes de plaidoyer et de sensibilisation, nous y sommes toujours. Voilà, on va se pencher toujours sur les recommandations. Quelles recommandations faites-vous vis-à-vis de la répartition des revenus issus du secteur extractif? La création de fonds dédiés spécifiquement aux femmes. Ah. Oui. Je pense que quand même le plaidoyer aussi devrait aller dans ce sens. C'est-à-dire, autant on a un fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales, autant on devrait avoir un fonds qui tienne compte des préoccupations des femmes. D'abord, qui sont issues des communautés impactées et aussi de la femme sénégalaise de façon générale. De façon générale. Est-ce que vous avez commencé, quand je dis vous, c'est l'ONG, les membres de la société civile? La société civile. Est-ce que vous avez commencé à votre niveau à vous pencher sur ce projet et à proposer quelque chose à l'État du Sénégal? Oui, la proposition a été faite lors d'un atelier que la coalition Publiez ce que vous payez avait organisé tout récemment. C'était sur le genre et le secteur extractif et dans les groupes de travail, la proposition a été faite. Maintenant, on attend le feedback
vraiment pour essayer de commencer à dérouler la feuille de route. Normalement, ça devrait passer crème. En principe, oui. En principe, on le souhaite, on croise les doigts. Et enfin, dernier point, Nyanya, du point de vue politique et législatif, quelles sont les avancées qui restent à faire pour que le Sénégal puisse mieux profiter de ses ressources naturelles? On a du pétrole, on a du gaz, on a de l'or, on a du phosphate, on a du fer, on a du zircon, pour ne citer que ces ressources-là. D'accord. Dès l'instant où il y a un principe constitutionnel qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, déjà, on peut en déduire qu'il y a une avancée notoire qui a été faite. Les dispositions générales sont là, les dispositions particulières sont là. Maintenant, il nous reste à nous, société civile, à nous, je dirais État, quand je dis État à nous, parce que moi aussi je me vois dans l'État, de vraiment essayer au mieux de prendre en considération toutes les préoccupations, aussi difficiles soient-ils, des hommes, des femmes, des enfants et des personnes à mobilité réduite. Voilà. Il y a déjà des textes qui sont là. Essayons de les appliquer. Essayons de cheminer ensemble. Parce qu'actuellement, on a dépassé le stade de tiraillement. Voilà, on devrait... Il faut un dialogue apaisé. Il faut un dialogue apaisé. Inclusif. Apaisé surtout, voilà. Et inclusif. Voilà, créer vraiment un cadre de dialogue participatif, inclusif et apaisé où vraiment il y aura un langage commun vis-à-vis des ressources naturelles. Vis-à-vis des ressources naturelles, nous sommes à la fin presque de l'émission au quiz. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Je vous laisse boire de l'eau si vous voulez. Oui, allez-y. Le quiz. C'est bon? Première question, on y va? J'espère que ce ne sont pas des questions difficiles. On verra, on va découvrir ensemble. Vous êtes prête? D'accord, voilà. Je suis prête. Je suis née le 26 septembre 1936 et décédée le 2 avril 2018. Je suis une femme politique sud-africaine, membre et militante de l'ANC, présidente de la Ligue des femmes de l'ANC. Qui suis-je? Je crois bien que c'est Winnie Mandela. Parfait, good. Bonne question, bonne réponse. Question 2. Je suis athlète sénégalaise pratiquant le 400 mètres. Je suis la seule... C'est pas Alima Kedja? Parfait. Vous voyez que c'est un quiz genre. Parfait, vous faites honneur au genre. Troisième question. New Delhi est la capitale du Japon. Vrai ou faux? Faux. La capitale de New Delhi est la capitale de? L'Inde. Parfait. Vous faites honneur aux femmes. Je suis fière de vous. Quatrième question. Quel pays de l'Europe du Centre a une présidente de la République? Waouh. Une présidente de la République. Je vous laisse réfléchir. Europe du Centre. C'est pas l'Irlande? La Croatie. La Croatie. Ah, excusez-moi, la Croatie, oui. Kolinda oui, tout à fait. Grabar Kitanovic. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Oui. Enfin, dernière question. Je suis chanteuse, musicienne et actrice égyptienne née le 18 décembre 1898. Je suis décédée le 3 février 1975 au Caire. On me surnommait l'astre d'Orient. Qui suis-je? Je ne connais pas. Oumou Kalsoum, la chanteuse égyptienne Oumou Kalsoum. Ah, je connais. Non, je la connais. Vous n'avez jamais écouté les musiques de Oumou Kalsoum? Non, non. Alors, c'est une découverte. Ouais. En tout cas, merci, Nyanya. Vous avez un mot de la fin? D'abord, merci de m'avoir donné l'opportunité de vraiment m'exprimer. C'est moi, c'est la mission du groupe Média, mettre en exergue le leadership féminin. Voilà, voilà, c'est ça. Et j'espère que vraiment, avec tout ce qui a été dégagé comme cadre pour la promotion du leadership féminin dans le secteur extractif et de la prise en compte des besoins sexo-spécifiques des femmes, des enfants et des personnes à mobilité réduite, il ne faut pas surtout pas les oublier parce que c'est une partie intégrante du système. Que ça soit vraiment appliqué et qu'enfin on puisse vraiment dire que les ressources naturelles appartiennent vraiment au peuple. Oui, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Parole de Nyanya Djendiassé, responsable programme et entrepreneuriat à Endalit Afrique francophone, membre du conseil d'administration de Women in Mining Sénégal, responsable de la commission et résilience des communautés. Vous étiez mon invité. Merci à toute l'équipe de ITV, l'équipe technique de ITV du côté de la radio. Merci.